professeur Xavier Drey, vous êtes PUPH endoscopie digestive à Sorbonne Université et à l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes également, au-delà de vos activités professionnelles, cofondateur de Augmented Endoscopie. Et justement, c'est une aventure assez intéressante dans laquelle vous avez rencontré différentes difficultés, donc ces fameux verrous, notamment réglementaires. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis un hospitalo-universitaire, hein, donc mon quotidien c'est les soins, l'enseignement, la recherche, et dans les soins on a une activité particulièrement pénible en endoscopie qui consiste à lire des vidéos capsules endoscopiques, c'est-à-dire des films qui n'ont ni scénario ni vraiment histoire. C'est donc des petits drones intestinaux que les patients avalent pour explorer l'intestin grêle qui a longtemps été une frontière anatomique, et ces drones captent des dizaines de milliers d'images qui nous sont ensuite interprétées le soir après nos longues journées de labeur. On a tendance à s'endormir devant l'écran. Un examen sur deux est normal, et dans l'autre moitié des cas, il y a quelques images qui vont être anormales, il va falloir les piocher, c'est littéralement aller chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc l'idée, ça a été, à partir d'un rapprochement avec Cergy Université, de développer une solution d'intelligence artificielle qui puisse sortir de ce lot un faible pourcentage d'images pertinentes. Et on en arrive aujourd'hui avec une solution qui s'appelle Axaro, qui est en ligne. Hein, on télécharge la vidéo et le lendemain matin, en fait en quelques minutes, mais en pratique, le lendemain matin, on ouvre notre ordinateur et au lieu de 10 000 images en moyenne, on en a 150 à interpréter. On a pu mesurer qu'on réduisait le temps de lecture de 30 à 3 minutes. Le bénéfice patient, puisqu'on en parlait tout à l'heure, n'est pas évident dans la mesure... Enfin, en tout cas, pas immédiatement évident dans la mesure où à la fin on fait le même diagnostic. En tout cas, il y a des très forts taux de concordance. En revanche, on épargne du temps médical qui peut être utilisé à autre chose. C'est un des leviers de la PHP en ce moment. Et finalement, certains services accumulent 3, 4, 5 semaines de retard sur les lectures. Bon, là, on a le résultat le lendemain matin. Puis cette vidéocapsule, elle est destinée à terme à pouvoir explorer l'ensemble du tube digestif de la bouche à l'anus, hein, et demain peut-être dépister le cancer colorectal, donc avoir vraiment une portée en termes de santé publique. Ça, c'est pour l'innovation. Et puis, effectivement, quand il a fallu mettre tout ça en musique, ça a été un petit peu plus compliqué, beaucoup de découvertes. On a été très bien accompagnés par la direction de la recherche clinique, sur le plan, j'ai envie de dire, à la fois, surtout, administratif, quoi, hein, les conventions, les rachats de contrats de licence, les contrats de licence, les brevets, etc. Je trouve qu'on a été plutôt bien accompagnés, et à l'époque avec une SAD, ça s'est pas trop mal passé. Et en 2 mots, avec ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité pour nous, la nécessité vitale pour nous pour entraîner l'intelligence artificielle de collecter les données, là on fait face à un premier écueil, et le deuxième c'est effectivement le réglementaire, découvrir les audits réglementaires. On a tous, quand on est médecin, notion du marquage CE, on n'a pas du tout notion de la nécessité de répondre à ces audits obligatoires sur notamment le management de la qualité. Ça, on découvre, et on découvre parfois tard, et on découvre aussi parfois tard qu'il faut de l'argent pour le faire, qu'il faut des professionnels. Aujourd'hui, on est bien accompagné, mais ça nous a pris quelques années. Ouais, effectivement, ce terme d'anticipation, on voit beaucoup dans les projets d'innovation, que ce soit portés par des médecins ou des industriels. Et justement, il y a des structures comme l'URC du professeur Eric Vico qui permettent justement de comprendre, de mieux anticiper les méthodologies d'évaluation et le réglementaire qu'il y a derrière. Et justement, professeur Vico, vous expliquez qu'il y a aujourd'hui des difficultés de compatibilité entre la vision du DM connecté, du dispositif médical digital et les systèmes d'information à l'hôpital. Oui, d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci de l'invitation. Je ferai d'abord une remarque par rapport à la communication précédente, puisque grande partie de mon travail consiste justement à discuter avec des inventeurs de la PHP ou pas de la PHP, et qui viennent me voir. Souvent, j'essaie que ce soit effectivement le plus tôt possible. Et effectivement, la grande difficulté, c'est qu'il y a très peu de personnes qui anticipent le parcours pour diverses raisons. Du côté médical, parce qu'on n'a aucune idée, en général, des nécessités techniques, technologiques, du niveau de difficulté de l'assurance qualité sur ces éléments-là. Et donc, on découvre effectivement ce point-là. Du côté de personnes qui sont, au contraire, des ingénieurs, ils ont, alors eux, une culture de tout ça. Par contre, ce qui n'anticipe pas du tout, c'est la partie de développement clinique qui va être nécessaire. Et là, il y a un travail véritablement
d'acculturation à faire des deux côtés, mais qui est absolument indispensable parce que quand on a des DM innovants, en général, la difficulté pour les gens qui sont des inventeurs, c'est qu'ils ont parfaitement la notion de toute l'intelligence qui a été mise pour répondre à une question donnée, et ils se retrouvent, du point de vue réglementaire, à une autre formulation des choses, qui est de dire « Ok, tout ça c'est très bien, c'est certainement très intelligent, il y a des choses techniques qui sont formidables, mais démontrez-moi que c'est intéressant pour le patient. » Et là, on se retrouve dans une situation qui est psychologiquement difficile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mis beaucoup d'intelligence à développer quelque chose et qui sont persuadés qu'effectivement ça répond à la question de base face à des autorités de santé pour qui ça n'est pas du tout évident. Et on est dans un moment donc de très grande difficulté en général dans la démonstration clinique d'une innovation. Ça c'est le premier point. Alors pour aller ensuite plus directement répondre à ta question, si on prend les dispositifs connectés, en fait, il y a effectivement une très grande difficulté à l'heure actuelle, qui est une difficulté technique. C'est-à-dire que les systèmes d'information des hôpitaux ont leur propre logique et leurs propres soucis dont on est absolument conscient, en particulier de sécurité, on va dire d'exhaustivité par rapport à un certain nombre de requis, mais la contrepartie de ça, c'est que c'est extrêmement difficile d'être agile, d'être flexible, de pouvoir insérer des dispositifs innovants qui interfèrent avec ce système d'information. Et donc, de ce point de vue-là, on a une vraie difficulté à chaque fois qu'on veut connecter un système innovant digital avec un système d'information classique d'un hôpital. Donc, ce point-là, je pense que c'est un des grands défis des systèmes digitaux innovants dans leur développement à l'hôpital. On a une vraie difficulté et on en a d'autant plus qu'on n'a pas forcément des équipes accompagnantes qui permettraient de faire justement, on va dire, l'interface entre les ingénieurs, souvent de haut niveau, qui s'occupent des systèmes d'information hospitaliers et les inventeurs, ceux qui proposent des systèmes innovants, qui doivent rentrer en connexion avec ces systèmes d'information classiques de l'hôpital. Donc voilà, en tout cas pour commencer, une des difficultés que je vois dans ce déploiement des systèmes innovants, en particulier digitaux. Merci beaucoup. Donc évidemment, on parle des verrous, on parle des solutions aussi qui peuvent être proposées autour de ces thématiques. Je me tourne vers vous, Roman Hossein-Konsari. Donc vous êtes professeur de chirurgie maxillofaciale à Necker, mais vous êtes également directeur médical du HDH et aussi fondateur de la plateforme d'impression 3D à la PHP. Et justement, il y a un enjeu aujourd'hui de produire les dispositifs médicaux directement à l'hôpital qui commence à devenir réalité. Aujourd'hui, quelles sont les forces de ce projet, mais également les verrous que vous pouvez observer? Oui, merci Benjamin. Alors effectivement, j'ai contribué à mettre en place au début de cette année, donc c'est très récent, une plateforme d'impression 3D, mais qui en fait, au sens dans un contexte un peu plus large, est plutôt une plateforme d'ingénierie médicale au service des soignants. En fait, ce qu'on a essayé de construire à l'AP, c'est un lieu où il y a des ingénieurs à disposition des soignants, qu'ils soient médecins, kinés, infirmiers, enfin tous les soignants de l'AP peuvent contacter cette équipe et ils ont un équivalent de consultation d'ingénierie. Et ils peuvent venir avec une idée, que ce soit un petit dessin sur un post-it ou une idée plus compliquée d'un simulateur ou d'un nouveau dispositif médical. Ils discutent avec les ingénieurs, on évalue la faisabilité et on a misé sur la technologie de l'impression 3D parce que c'est une des possibilités de faire des prototypes rapidement. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt de mettre ces ingénieurs, pour l'instant on a 2 employés à plein temps par l'AP, à la disposition des soignants, avec la perspective de favoriser le passage de l'idée un peu abstraite ou pas très bien formulée vers l'objet ou l'objet qui soit numérique ou physique, qui ensuite va rentrer dans tout ce qu'a mentionné Eric Vico de validation dans le monde réel, quoi. Mais déjà, la première étape, c'est de passer de l'idée un peu floue ou du concept qui est porté par le soignant vers un premier prototype ou un premier objet numérique. Et bien sûr, alors,
tout de suite on est confronté à des problèmes, à des questions réglementaires, et ça dépend de la catégorie de l'objet. Mais c'est vrai que pour tout ce qui rentre dans le monde des dispositifs médicaux, et avec ce nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, ce champ est de plus en plus large. À titre d'exemple, un modèle anatomique, c'est-à-dire un crâne ou un cœur imprimé en 3D, à partir du moment où il est patient spécifique, même pas imprimé en 3D d'ailleurs, même une visualisation, à partir du moment où il est patient spécifique, il devient un dispositif médical de classe 1. Donc pour le produire et l'utiliser, il faut passer par des étapes réglementaires assez complexes. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille au sein de cette plateforme. Donc l'idée d'avoir cette structure au sein de la PHP, c'est d'avoir ce lieu de rencontre entre médecins et ingénieurs, avec l'idée derrière que l'ingénieur, c'est vraiment dans l'avenir un élément clé des soins dans un hôpital. C'est une profession qui va apparaître dans plus en plus d'endroits différents au sein des hôpitaux, et notamment pour la conception 3D d'objets. Et ensuite, avoir aussi, lorsqu'on sera plus établi sur le plan réglementaire, ce qui va se produire dans les prochains mois, être aussi un lieu de production avec l'idée. Il y a deux idées derrière cet impératif de produire en interne dans les hôpitaux. La première idée, c'est qu'on va de plus en plus vers des objets, des dispositifs qui sont patients spécifiques, et donc on a vraiment un avantage en termes de rapidité de production, en termes d'échange entre le concepteur et l'utilisateur, d'avoir des plateformes sur site pour produire ces objets, par exemple des plaques d'ostéosynthèse, par exemple des guides de coupe, qui sont donc à usage pour un seul patient. Et l'autre idée, c'est de se détacher des chaînes de production internationales. Et on en parle beaucoup pour les médicaments, mais c'est aussi vrai pour les dispositifs médicaux, et d'avoir un peu d'indépendance de production sur nos sites de travail. Et au-delà de tout ce qui est économique derrière tout ça, moi je pense vraiment que le fait de mettre des concepteurs et des soignants ensemble sur un lieu où ils travaillent au plus près des soignants, ça peut aboutir à la fois à stimuler l'innovation, mais aussi à faciliter les filières de soins, à accélérer l'accès aux dispositifs médicaux, et j'espère qu'on va le démontrer, à économiser un peu d'argent. Exactement, on voit que cette tendance de faire rencontrer les médecins d'un côté, les innovateurs de l'autre, qui sont parfois les mêmes personnes, les ingénieurs, les experts de l'IT, c'est vraiment quelque chose qui se déploie, que ce soit par les tiers-lieux d'expérimentation en santé, des plateformes comme celle-ci, et ça continue de se déployer. Et quelque chose qu'il faut anticiper et qui souvent pas bien anticipé dans le cadre de développement de ces innovations, c'est l'achat. C'est comment on fait ensuite pour que ces solutions soient achetées par les hôpitaux publics. Et là, je me tourne vers vous, Renaud Cattelan. Vous êtes directeur de l'AGEPS, la centrale d'achat de la PHP. Et justement, est-ce que vous pouvez nous représenter ce qu'est l'AGEPS et son fonctionnement, mais également ses particularités liées à la commande publique, qui peut être aussi un verrou dans le cadre de ces innovations? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, verrou, obstacle, donc c'est sans doute un vécu par les promoteurs. On le vit aussi, nous, en tant que direction acheteuse. Donc l'AGEPS, c'est un regroupement d'expertise, à la fois ingénieurs biomédicaux et puis essentiellement pharmaciens pour la partie DM et médicaments. Donc on va essayer de positiver un petit peu tout ça et plutôt présenter les choses sous l'angle confrontation de logique et conciliation d'objectifs. C'est vrai que nous, notre métier, c'est approvisionner et fournir le dispositif, innovant ou pas, aux patients. Mais en même temps qu'il soit le plus économique ou efficient possible, le plus sûr possible ou sécure possible. On rajoute à ça le plus français possible si possible, et puis le plus écologique possible et sans rupture d'approvisionnement. Donc, vous voyez qu'on a un vaste panel d'objectifs à remplir. C'est pas toujours facile. Il n'y a pas que des contraintes. Alors c'est vrai que sur la partie vraiment dispositif innovant, faut vraiment distinguer deux choses. Il y a avant le marquage CE, après le marquage CE. Et en termes d'anticipation, on retrouve les deux cas de figure. C'est vrai qu'aujourd'hui, historiquement, on a plutôt tendance à... Le promoteur vient nous voir en bout de chaîne. Il n'est pas encore marqué CE, mais en gros, il faut déjà faire le test et puis il faut l'accompagner pour ce marquage CE et puis ensuite pour l'achat. Et c'est vrai qu'on a toujours plutôt la présentation, c'est le promoteur qui propose plutôt que une demande, une expression de besoin d'un clinicien ou d'un patient, et ensuite on formule cette expression de besoin et on y travaille avec le promoteur sous forme d'un partenariat industriel. Ça arrive assez peu souvent. C'est vrai qu'il faut reconnaître que ce dispositif du Code de la commande publique existe depuis un moment. Il est peu utilisé, on est peu aguerri à l'utiliser. Ça fait souvent peur parce que c'est des procédures lourdes. C'est un pari, se lancer dans l'innovation et co-construire finalement un partenariat avec un industriel ou un promoteur en vue de l'achat. Donc, première chose, donc anticipation en amont du marquage CE pour les partenariats industriels et d'innovation.
En aval du marquage CE, là aussi, on a un besoin d'anticipation, puisque une des premières questions qu'on va se poser, ça rejoint aussi les sujets impression 3D et mise en concurrence de dispositifs. On va se poser la question de la mesure concurrentielle ou pas, ou la dimension concurrentielle de ce dispositif est donc plus ou moins innovant. Et c'est vrai que souvent, quand on arrive en bout de chaîne, avec le produit qui est déjà fini et puis le dossier constitué, eh ben, on va dire au promoteur, il y a une autre offre de marché, elle est proche, elle est pas tout à fait pareille, mais elle est proche. Et puis on va forcément faire une équivalence thérapeutique ou l'équivalent d'une équivalence thérapeutique en matière de médicaments. Et puis on va mettre en concurrence. Et donc on n'est pas du tout sûr d'arriver à promouvoir la version, la formule la plus innovante. Et donc c'est ce compromis-là, cette association, le fait de vivre l'acheteur ou l'évaluateur comme un partenaire dès le début du partenariat ou du projet, plutôt qu'en aval juste une cellule d'achat finalement pour faire le contrat, qui je pense va permettre ou faciliter cet accès à l'innovation, et c'est ce qu'on essaie de construire. Alors, sur la paix, on accompagne pas moins de 4 projets innovants, et voilà, on montre que ça fonctionne. 2 autres thématiques très très rapides qui posent difficulté pour l'évaluateur, l'acheteur. Alors je vais faire attention à ce que je dis puisqu'il y a des pharmaciens de la structure présents dans la salle. C'est vrai que ce qui dit DM dit pour certaines catégories monopole pharmaceutique, et donc des procédures qualité, de l'assurance qualité bien spécifiques. Et c'est vrai que voilà, la logique industrielle ou la logique clinique, si elle se confronte à un moment avec la logique pharmaceutique, n'est pas forcément évidente. Donc là aussi, on a besoin de se parler, de se comprendre et de construire le projet, je pense, ensemble. Et puis, dernier élément de ces dispositifs innovants, très souvent, ils sont à la frontière de l'éducation thérapeutique ou le temps rendu aux praticiens ou la qualité de vie du patient. Et ça, c'est vrai que dans nos modalités d'achat, où finalement on se base plutôt historiquement sur du service médical rendu immédiatement, on est un petit peu dépourvu, donc c'est tous les sujets valeurs en santé, et donc approvisionnement en valeurs en santé. On a le sujet sur les robots chirurgicaux, notamment Da Vinci, mais d'autres. On essaye de voir finalement non pas le prix d'un équipement ou d'un dispositif médical, mais sa valeur globale. Et la valeur globale est souvent, on a le coût d'achat au niveau de l'hôpital, et puis le service rendu et le bénéfice pour la société, et l'économie, elle n'est pas forcément à l'hôpital. Et donc c'est tous les sujets, on en a dit 2 mots tout à l'heure, première table ronde, ou la table ronde précédente, c'est toutes les expérimentations article 51, mais aujourd'hui le mode de financement de l'hôpital fait que c'est l'hôpital qui paye et l'économie est ailleurs. Donc quel est l'intérêt pour un acheteur, qui en demande de l'efficience et de la performance économique aussi, de se lancer dans ces dispositifs innovants? Et justement, une des clés, c'est l'évaluation de ces dispositifs médicaux innovants, que ce soit clinique ou médico-économique. Et là, c'est une question plus large pour vous quatre, n'importe qui peut prendre la parole. Quels doivent être ces nouveaux modes d'évaluation pour accélérer l'accès aux dispositifs médicaux innovants pour les médecins, mais évidemment pour les patients? Moi, je peux dire un tout petit mot là-dessus. En tant que directeur médical du Health Data Hub, on est dans une situation un peu compliquée dans ce domaine en France parce il manque certaines briques pour pouvoir efficacement évaluer les dispositifs médicaux innovants, notamment tout ce qui est code pour le suivi de ces dispositifs médicaux innovants. Il y a toute une infrastructure à mettre en place avec des codes spécifiques pour les DM innovants avant leur validation pour les phases d'évaluation. Et ça, c'est quelque chose qui est encore en cours de réflexion et de mise en place avec les autorités compétentes dans le domaine. Et puis ensuite, il y a toute la difficulté de constitution de registres pour le suivi de leur utilisation qui nécessite aussi des investissements structurels, des postes dédiés, et beaucoup d'industriels et de cliniciens sont confrontés à des limitations, non seulement pour suivre l'utilisation de ces dispositifs. Par exemple, il n'y a pas de code spécifique pour une prostatectomie au robot par rapport à une prostatectomie sans robot. Donc ça, c'est un problème pour suivre l'utilisation des robots. Et la constitution des registres aussi pose un problème. Donc rien que, au-delà des questions sur comment construire les registres, il manque encore des briques dans l'infrastructure aujourd'hui en France. Et justement, Eric. Oui, je dirais aussi que 2 points. Le premier point, c'est que effectivement, il faut distinguer ce qui est pré-marquage CE et ce qui est post-marquage CE dans la question d'évaluation. Pré-marquage CE, je pense que quand même la solution, c'est de mettre en œuvre les évaluations le plus tôt possible. Et là encore, on se rend compte que il y a des progrès à faire, parce que souvent, à cause de ce que je disais, les gens découvrent les nécessités et n'ont pas forcément la vision, en fait, de leur plan de développement intégral dès le départ.
Et là, il y a vraiment un gain, à mon avis, en termes de durée là-dessus. Et post-marquage CE, je dois dire, enfin, j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire plusieurs fois, je pense que dans le post-marquage CE, la solution, c'est la solution numérique. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on demande ces identifications numériques sur les DM innovants. Et malheureusement, après pratiquement, je pense, 10 ans, puisque je crois que j'ai présidé le groupe des dispositifs médicaux aux Assises du médicament en 2013, si je me souviens bien, et ça faisait partie de nos recommandations, d'avoir ce code sur les dispositifs innovants et les actes innovants. Eh bien, on ne l'a toujours pas. Or, il faut bien comprendre que les registres, et j'ai fait partie du comité scientifique aussi du comité des spécialités des registres, les registres, ce sont des choses qui sont très ingrates à faire pour les médecins, parce que il n'y a pas beaucoup de publications derrière, c'est vraiment difficile. Or, si on avait l'identification numérique, on a quelque chose qui est facile, qui ne coûte pas beaucoup aux industriels et qui est probablement la façon la plus sûre d'avoir des données robustes. Donc voilà, je plaide vraiment pour tout ce qui est post-marquage soit fait au maximum en utilisant justement le Health Data Hub, et à condition évidemment d'avoir les codes pour ça. Et justement, la création de ces registres, je sais que typiquement à l'Académie nationale de chirurgie, mais probablement de médecine aussi, c'est un des sujets ultra prioritaires. Mais comme vous disiez, c'est fastidieux, c'est compliqué, et c'est malheureusement aujourd'hui indispensable pour évaluer et prouver les bénéfices médico-économiques de ces innovations. Et justement, on parlait d'anticipation. Professeur Drey, vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous étiez bien accompagné sur le côté propriété intellectuelle, partenariat, collaboration par la DRCI. Par contre, on demande souvent d'anticiper le réglementaire, la qualité, le remboursement et tout ça, mais c'est très compliqué. Vous disiez que les équipes aujourd'hui, on ne les avait pas forcément, et que c'est difficile de trouver la bonne personne pour avoir la bonne expertise. Oui, bon, à moins d'être très cultivé, ce qui n'était pas du tout mon cas, en tout cas, quand on a inventé, quand on a créé l'innovation, qui est pas bon, alors qui est de l'analyse d'image, qui est de l'intelligence artificielle. On n'a pas inventé l'intelligence artificielle, on l'a appliquée à un domaine médical très très spécifique. Et c'est vrai qu'on a d'abord rencontré la DRCI, qui sur le plan, encore une fois, administratif, c'était très carré, convention, brevet, etc. Très bien, le TTPI, très bien. Mais non, je crois qu'on ne nous a pas mis suffisamment la puce à l'oreille là-dessus. Et puis ensuite, la SAT, qui à l'époque nous accompagnait, encore une fois, sur les aspects juridiques ou administratifs, probablement parce que c'était leur intérêt propre aussi, tout rouler, mais toujours pas d'alerte là-dessus. Et ensuite, bon, notre solution se passe. Alors, on n'est pas dans le device proprement dit, hein, c'est un software, c'est une plateforme en fait web, hein, sur laquelle on télécharge et on analyse les images, hein, software as a service, SaaS. Et le premier partenaire qu'on a eu, voilà, non plus. Alors, il n'était pas tellement dans le domaine médical, mais le temps d'identifier finalement, et aujourd'hui, il est présent dans la salle, notre partenaire Ocla, où là, on a vraiment un service, un accompagnement. Quelques années sont passées et la concurrence tape à la porte, alors que ce n'était pas le cas il y a 4 ans. Donc ça, c'est, j'espère, demain, une information, un service que pourra rendre une structure comme un Total Dieu ou d'autres, mais dont le clinicien béotien comme moi est initialement, la plupart du temps, sur lequel le clinicien est complètement naïf. Hein. En tout cas, moi, je l'ai été, hein, très clairement. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément notre formation initiale là-dessus, et c'est des sujets très complexes. Hein. Pour avoir fait les affaires réglementaires pendant 2 ans et demi, c'est un sujet qu'on n'apprend pas du jour au lendemain, et à anticiper, c'est encore plus difficile. Donc, vous avez parlé d'un partenaire comme Ocla, qui effectivement est très pertinent sur la partie dispositif numérique, et donc vous disiez que des plateformes comme Hôtel Dieu, mais d'autres comme peut-être la plateforme d'ingénierie de Romano Senconsari, peut commencer à répondre à ces questions, mais si on intègre du personnel qualifié sur ces sujets-là. Et de la visibilité, bien sûr, pour que même le béotien sache que c'est à cette porte-là qu'il faut taper ou à une autre. Mais en tout cas, une structure interne, c'est extrêmement, extrêmement précieux. La formation aussi, peut-être, avoir
des DU, des masters qui rapprochent des bio-ingénieurs, l'univers du réglementaire et puis des cliniciens. Parce que souvent, les idées, elles viennent du terrain et sans qu'on ait le background culturel pour les approcher. Donc ça, je pense que ça commence à être amorcé. En tout cas, nos internes, ils font aujourd'hui des masters où c'est un peu mieux enseigné qu'avant. Et j'espère que ça ne va faire que grandir. Oui. Et justement, sur ce sujet-là, avec Romain Seconciari, on a eu le plaisir de travailler tous les deux dans un think tank sur la place de l'ingénieur en santé. Quels vont être ses nouveaux rôles? Et évidemment, quel va être le lien avec les médecins de l'hôpital, notamment de la PHP? Et justement, professeur, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette réflexion? L'idée qu'on a sortie de la réflexion qu'on a eue ensemble, mais aussi avec un prof des arts et métiers, des membres de start-up, c'est que dans un avenir proche, et même déjà aujourd'hui, l'ingénieur a un rôle dans le soin des patients. C'est un rôle à la fois de traitement des données, de conception, mais aussi de construction d'outils pour mettre à disposition des soignants, quoi. Et les limites qu'on a trouvées au déploiement de ces ingénieurs, il y avait bien sûr les considérations un peu évidentes comme il n'y a pas de poste, c'est compliqué de créer des nouveaux postes et de nouveaux types d'activités dans les hôpitaux. Mais il y avait aussi une question de formation, parce que il faut des gens qui soient à la fois qui aient des compétences de base assez solides en médecine et puis une vraie compétence d'ingénierie. Ça aujourd'hui, ça se développe, mais c'est pas encore très fréquent sur le marché. Et il faut que la fonction publique, si on parle des CHU, soit compétitive pour pouvoir embaucher ces gens-là. Et puis ce qu'on avait aussi remarqué avec l'équipe avec qui on a travaillé, c'est que ce rôle ne se limite pas seulement à ce qu'on pense être évident pour le rôle des ingénieurs, c'est-à-dire faire de la biomécanique, travailler sur les machines, mais il y avait vraiment un rôle d'un ingénieur à différentes étapes, notamment pour tout ce qui est logistique, pour la gestion des stocks, pour introduire en fait un raisonnement industriel au sein du monde hospitalier avec des raisonnements et des méthodes qui viennent d'autres univers dans le monde hospitalier. Et donc il y a un nouveau métier d'ingénieur à inventer. On a aujourd'hui des ingénieurs biomédicaux qui sont très compétents, mais souvent ils sont débordés et leur tâche est, ils le regrettent, je pense pour la plupart, est limitée à des histoires de maintenance un peu compliquées de certains appareils de l'hôpital. Il faudrait développer un nouveau métier d'ingénieur hospitalier qui est des branches data, des branches biologie, des branches conception, mais aussi des branches dans tout ce qui est organisation et logistique. Exactement, et justement dans l'évolution de ces métiers, comment faire aussi pour mieux intégrer les enjeux d'achat justement et d'achat innovant. Et je me retourne vers vous, Renaud, pour savoir comment on peut l'AGEPS s'implique peut-être auprès de la DRCI par rapport à ça, ou d'autres départements de la PHP. Alors peut-être deux choses. Ce qui est clair, c'est que c'est un travail en réseau. L'évaluation devient de plus en plus pluriprofessionnelle, vous l'avez compris. Donc on travaille avec le DRCI, notamment l'OTTPI. Sur nos évaluations, sur les questions de financement et de services rendus global, très clairement, on a des ingénieurs biomédicaux très techniques, on a des pharmaciens qui connaissent très bien les produits. On a maintenant besoin aussi de compétences en matière d'informatique, puisque dispositifs connectés et toutes les questions de sécurité. L'AGEPS maintenant gère aussi les marchés informatiques. Ça simplifie certaines choses. Et puis, économie en santé. Quel est le service rendu? Quelles sont les économies de moins de frais de taxi, moins d'arrêt de travail parce que on a un traitement qui est pris tous les 2 mois plutôt que tous les 15 jours. Tout ceci, c'est pas le métier historique de l'évaluation pharmaceutique ou biomédicale. Il faut qu'on l'acquiert. C'est des calculs assez compliqués. On en discute avec les centrales d'achat nationales, le RESA ou UniAchat. On en est tous un petit peu au même point. Il y a de nouvelles compétences d'acheteurs qu'il faut inventer, qu'il faut peut-être partager, parce que aujourd'hui les formations n'existent pas forcément et les concepts sont inventés. Donc on rejoint les sujets ingénierie et puis avec des niveaux aussi de rémunération qui arrivent à s'aligner. Oui. On sait que c'est un enjeu important, et dans ces enjeux financiers, il y en a un qui arrive assez vite, c'est tout ce qui est lié à la donnée, et notamment à l'entrepôt de données de santé de la PHP, où vous avez dit qu'il faut payer pour pouvoir y accéder. Oui, alors nous initialement, encore une fois, c'est essentiellement pour l'entraînement de notre solution d'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous raconter de crack, au début on a un peu bricolé avec nos données internes, avec les données de nos copains, et puis quand on est arrivé à la DRCI, ils nous ont dit non, du point de vue réglementaire, c'est pas possible, il faut recommencer. Et en fait, on a été orienté d'abord vers la direction des systèmes informatiques, qui nous ont dit c'est très simple, vous créez un répertoire quelque part à l'AP, vous mettez vos données là-dedans, et puis vous les traitez. Très bien, et puis on attend un peu, puis on essaie de le faire, puis on attend 6 mois, puis on relance.
Puis au bout de 6 mois, on nous dit ah ben non, c'est l'EDS. Et l'EDS, c'est payant. Et quand je dis payant, c'est des grosses sommes qu'on n'avait pas budgétées, qu'on n'avait pas levées de toute manière à cette époque. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, on a perdu de la compréhension. Pourtant, voilà, ce sont les départements, ce sont les structures issues de la même maison, la PHP, bon, comme souvent avec des fonctionnements en silo, hein, comme dans beaucoup de grosses entreprises, de grosses boîtes. Et donc là aussi, dans l'inculturation, il va falloir que toutes ces branches sachent passer avec plus de fluidité de l'une à l'autre. Bon, on a aujourd'hui commencé notre travail très organisé avec l'EDS de collecte de données de vidéocapsules, avec effectivement, je sais plus qui disait tout à l'heure qu'on était assis sur une mine d'or, mais on est vraiment assis sur une mine d'or. Hein. On fait 10% des vidéocapsules de France, on est en train de construire une des plus grandes bases de données mondiales. Alors, aujourd'hui, les vidéocapsules, c'est une niche hein, comparée à tout le reste des endoscopies, mais demain, si on a un peu la vision effectivement de dispositifs qui sont avalés sans anesthésie, éventuellement à domicile, enfin voilà, ça peut être une révolution. Simplement, c'est dans un temps long, avec à la base un docteur qui sait pas trop, qui a pas d'argent, et donc on a vraiment besoin d'être aidé, ouais, vraiment besoin qu'on nous indique le bon interlocuteur vite et la bonne procédure. Ouais. Et tu voulais réagir? Et Eric, vas-y, je vais te poser la question. Oui, enfin, je ne peux que souscrire à ces remarques. J'espère que je vois que c'est enregistré, donc je pense qu'il serait intéressant que les personnes concernées puissent en avoir la vision. Il y a effectivement, plus généralement, je dirais, une question sur laquelle il faut absolument progresser. C'est, on va dire, la connexion entre la vision du système d'information de l'hôpital, la vision classique, qui est évidemment d'une extrême complexité, qui doit veiller à des questions de sécurité extrêmement importantes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un gros paquebot. C'est un gros paquebot avec beaucoup de gens très compétents et qui doivent veiller à ce que le paquebot il aille droit, quand il doit aller droit, et qu'il puisse éventuellement tourner de temps en temps. Mais c'est rare. Et nous, les inventeurs, les gens qui veulent faire de la recherche, on est dans une logique qui est complètement différente. C'est des tout petits bateaux qui doivent être extrêmement agiles et qui doivent réussir à fonctionner d'une façon ou d'une autre avec ces systèmes d'information. Et là, il y a des progrès énormes qu'on doit absolument faire si on veut justement qu'on puisse d'une part bénéficier de tout ce travail type EDS, par exemple, qui n'est pas fait pour la recherche, qui n'est pas fait pour l'innovation fondamentalement, et qui puisse être utile aux inventeurs, être utile éventuellement à la valorisation qui sera portée par les inventeurs. Et là, je dois dire qu'on en est encore loin, d'autant que si je vais un tout petit peu plus loin dans la question des freins à l'innovation dans des dispositifs médicaux innovants digitaux, un des grands freins, c'est justement l'impossibilité de connexion facile entre des dispositifs médicaux numériques très innovants et le système d'information des hôpitaux. Et donc là, il y a un vrai défi pour qu'on puisse, nous, à l'EPHP, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres hôpitaux, qu'on puisse connecter des choses innovantes pour les tester. Or là, c'est la croix et la bannière. Donc je pense qu'un des axes de progression, c'est vraiment ça. C'est absolument indispensable si on veut justement bénéficier de tout ce qui a été fait, EDS et autres. Et justement, ce sera la dernière question avant de prendre les questions dans les participants. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour casser ces silos, pour amener cette flexibilité-là? Est-ce qu'aujourd'hui, l'élan qu'on peut voir sur les plateformes, l'interconnexion entre les différents départements, c'est suffisante et va pouvoir progresser? Ou au contraire, il faudrait une espèce de Big Bang, voire reprendre quasiment tout à zéro? Moi, je peux dire un mot sur un cas particulier. Je n'ai pas de solution générale à cette question, mais sur le cas des EDS et sur la question spécifique des EDS et l'argent, parce que c'est une question quand même qui est un peu philosophique et fondamentale.
On a beaucoup réfléchi dessus au Health Data Hub. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur les entrepôts de données de santé. La plupart des grands établissements hospitaliers ont suffisamment de données pour construire un entrepôt de données de santé qui soit pertinent et intéressant. Beaucoup sont à des stades quasiment commencent juste, et d'autres, comme à la PHP, ont déjà des entrepôts constitués. Et on s'est rendu compte il y a 2 ans, en faisant un état des lieux général des EDS en France, qu'il y avait une multitude de modèles économiques. Il y avait beaucoup de fantasmes sur cette idée qu'on est assis sur une mine d'or et qu'il faudrait la valoriser et que c'est une source incroyable de revenus futurs pour l'hôpital. Mais ce qu'on a essayé de porter comme idée, c'est que finalement les EDS c'est du bien public, que ça devrait être un service. On a bien le SNDS en France, qui sont les données de notre assurance maladie, qui sont un bien public qui est soutenu par l'État. Et donc on a essayé de porter l'idée au Hub avec d'autres partenaires qu'il faut un financement public pour soutenir ces EDS à l'échelle nationale, et qu'il faut que l'accès soit ouvert dans le respect du règlement et gratuit pour tous les projets de soins, d'innovation et de recherche, avec éventuellement des arrangements avec les industriels dans des cas particuliers, mais que globalement ce soit un service public en fait. Et ces réflexions ont abouti à une première grosse part de financement de 80 millions d'euros l'année dernière pour soutenir divers projets d'EDS à l'échelle nationale, et on espère que ça va se prolonger, et ce serait une solution, c'est de considérer que ces données qui viennent pour beaucoup des hôpitaux publics doivent être mis à disposition de manière sans contrepartie à des projets qui sont jugés pertinents et innovants. Oui, non, juste pour abonder dans ce sens, c'est vrai que la grande frustration autour de ça, c'est qu'on a vraiment le sentiment que ces données-là, c'est celles que nous produisons à travers les soins du quotidien. Donc oui, en quelque sorte, on en mérite au moins en tout cas un accès facilité, plus qu'il n'est aujourd'hui. Oui. Et juste un dernier mot, en construisant une politique un peu générale des EDS, on peut aussi, et si le financement est public et que c'est considéré comme un service public, on peut aussi imposer des directions, notamment favoriser les structures pour que ce soit plus adapté à l'innovation et à la recherche, créer des standards, créer les conditions de l'interopérabilité à long terme. Il y a une nécessité de fédérer ces entrepôts. Donc, les entrepôts, c'est juste un élément du grand problème que tu as évoqué, mais c'est la démarche, en tout cas, qu'on a essayé de soutenir au Hub ces dernières années. Le problème est clairement vaste. Merci beaucoup pour tous ces retours. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors, je vais me mobiliser. Hop là. Merci à vous. Le titre de la table ronde, c'est les verrous au déploiement des nouveaux dispositifs médicaux dans le domaine digital, numérique essentiellement. Est-ce que vous serez d'accord, en plus des difficultés ou obstacles qui sont d'ordre financier, technique, technologique, logistique, réglementaire, financier, je l'ai dit, éthique, est-ce qu'il n'y a pas aussi 2 autres éléments qui, je pense, n'ont pas été cités depuis ce matin? C'est la dimension du fait que tous ces outils, dispositifs médicaux, il y a un temps d'inertie qui est en rapport avec le délai nécessaire de les évaluer dans des études cliniques randomisées, multicentriques, neutres, pour prouver leurs bénéfices cliniques réels vis-à-vis du patient, puisque la médecine est basée sur les preuves. C'est un élément important qui nécessite du temps et beaucoup de patients, et que d'autre part, il y a de plus en plus de patients, de plus en plus d'humains sur Terre, de plus en plus de patients, et que tout cela, même la mise en place de ces dispositifs, leur utilisation, le domaine de la recherche, la mise en place, la logistique, nécessite des humains. Et donc, notamment, des soignants, des médecins, des chercheurs dans nos hôpitaux. Et que du coup, peut-être que la clé vient de là aussi pour avoir plus d'humains dans les hôpitaux, faire plus d'études, plus de recherches, plus vite, sur plus de patients, en utilisant plus vite les dispositifs médicaux innovants. Voilà, c'était l'idée que j'ai lancée peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, on va dire que, encore une fois, il y a 2 choses. Il y a l'innovation et le fait que ça soit neuf, et le fait que ça soit mieux. Entre les deux, il y a une bonne évaluation. Et donc, mon job au quotidien, c'est de faire des essais sur les dispositifs médicaux innovants, parce que je pense que, c'est pas vrai pour tout évidemment, mais pour un certain nombre de dispositifs innovants,
la démonstration du bénéfice, elle doit être finalement aussi rigoureuse que celle pour un médicament. Donc je suis absolument persuadé de ça. Et effectivement, ça nécessite qu'il y ait les personnes dans les services, les personnes dans les structures qui soient présentes et compétentes pour faire ça. Car il y a beaucoup de médecins un peu partout dans tous les hôpitaux qui sont débordés, comme vous le dites tout le temps, des soignants, même des chercheurs, même des biomèdes qui sont débordés parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et du coup, ils n'ont pas le temps, ils font l'essentiel, ils n'ont pas le temps de faire la recherche pour tester des dispositifs innovants et tout, pour de façon rapide en tout cas, qui prennent beaucoup de temps. En plus des obstacles réglementaires. Et voilà. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Ça marche. Merci. Donc Vincent Vercamer, DNS. J'ai une petite question sur l'évaluation. Il y a le sujet qu'on vient d'aborder là sur médicaments. Alors, j'entends, il y a 40 médicaments nouveaux par an qui arrivent sur le marché versus quelques milliers de dispositifs médicaux. Donc, est-ce qu'on a la capacité de les évaluer au même niveau d'exigence? C'est une première question. Et une autre question que j'entends souvent de la part des entrepreneurs, c'est dans la phase d'évaluation par les autorités, Haute Autorité de Santé par exemple pour la France, se pose la question du gold standard. Et certes, aujourd'hui, c'est souvent le RCT qui est le gold standard. Néanmoins, quand ils viennent en rencontre précoce devant la Haute Autorité de Santé, ils leur disent, bon, on n'a pas de RCT possible, mais on a une autre méthodologie. Une des réponses qui est souvent proposée ou qui est rapportée, c'est de dire oui, mais c'est pas le gold standard, donc on peut pas garantir après que quand vous reviendrez avec les résultats de votre étude clinique, on pourra conclure un bénéfice au regard de nos méthodologies. Donc est-ce que on peut faire évoluer les méthodologies, les guidelines, pour qu'on soit sur quelque chose, on va dire, de plus pragmatique au regard de ce que j'ai dit dans la première question, 40 DM versus quelques milliers de DM versus 40 médicaments. Je vais répondre à ça. Juste un point. D'abord, en fait, je pense qu'il ne faut pas poser la question en termes de milliers de DM versus 40 médicaments. Il y a beaucoup de DM qui n'ont pas de fonction thérapeutique, qui sont des DM sans fonction thérapeutique et qui sont des DM réglementairement. Ces DM-là n'ont pas du tout l'exigence, la nécessité d'une évaluation par un essai randomisé contrôlé, par exemple. Donc, le champ des exigences sur les essais randomisés et contrôlés est essentiellement celui des DM à vocation thérapeutique ou à vocation d'avoir un bénéfice, par exemple, sur, on va dire, la prise en charge des patients ou la structuration du parcours de soins. Le point qui est, si vous voulez, qui est important, il me semble naturel, et c'est leur rôle que les autorités de santé disent, pour qu'on valorise une innovation, il faut qu'elle ait montré son intérêt en termes d'amélioration. Et c'est ça la doctrine générale des autorités de santé en France. Donc, cette amélioration, elle peut porter directement sur le patient, elle peut porter sur l'amélioration des systèmes de soins. Le bénéfice peut être individuel ou le bénéfice peut être collectif. Encore faut-il qu'il soit démontré correctement. Ensuite, il y a parfois des impossibilités de faire, on va dire, des démonstrations classiques, et les autorités, normalement, on va dire, je ne peux pas en tiennent compte, et l'idée des autorités, la doctrine des autorités, normalement, est de dire faites au mieux de ce que vous pouvez faire, et pas faites un essai randomisé contrôlé dans tous les cas. Parce qu'il y a des cas, effectivement, où c'est pas possible, mais il y a des cas où c'est possible, et à ce moment-là, il faut le faire. Vu qu'on est sur l'agora du soin digital, comment on prend en compte, par rapport aux médicaments, le côté évolutivité de la solution software par rapport aux médicaments? La molécule, on va dire, ne bouge pas trop. Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, je dirais, est simple. C'est le fait que, si vous voulez, quand j'ai fait pas mal d'essais de DM, j'ai jamais fini l'essai avec le même DM que celui avec lequel j'ai commencé. Ça n'a jamais posé de problème. Parce qu'on sait très bien que, contrairement aux médicaments, le dispositif, au moment où il rentre dans son évaluation, n'est pas finalisé. Et ça ne pose pas de problème, sauf si, évidemment, on change complètement le DM.
L'autre point qui est un petit peu plus délicat et pour lequel la doctrine n'est pas encore extrêmement stabilisée, c'est la question du deep learning. Parce que là, effectivement, on a quelque chose qui apprend en même temps qu'il fait. Et donc les performances du début et de la fin ne sont pas les mêmes. Et toute la question, effectivement, c'est de savoir finalement ce que je valorise. Est-ce que c'est les performances de la fin ou les performances du début ou les performances moyennes? Ça, c'est une vraie question. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse réglementaire, à ma connaissance, stricte. Mais c'est une vraie question.